Ok. Là, c'est bon. Là, ça se enregistre. D'accord. 14h29, donc dans une minute, nous allons commencer. Là, c'est bon. D'accord. Alors, il est 14h30, nous allons commencer. Mesdames, Messieurs, chers amis de Joamon, bonjour. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour notre quatrième webinaire sur la scénographie muséale en Afrique. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je suis Jean-Paul Lawson, docteur en études patrimoniales et animateur de la communauté Joamon. Joamon, c'est une plateforme d'apprentissage, d'échange dédiée aux professionnels du patrimoine et des musées en Afrique. À travers une application mobile, nous proposons des modules riches en contenu écrit, audio, vidéo, incluant des interviews d'experts, des études de cas, ainsi que des activités ludiques et engageantes. Notre espace de dialogue professionnel est alimenté régulièrement euh, et des rencontres sont programmées afin de partager l'expérience de nos experts sur des questions thématiques, tout comme aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir deux experts de renom dans le domaine de la scénographie muséale en Afrique, Dr. Franck Ondegla et Gilbert Balinda. Dr. Ondegla est un éminent scénographe et designer, docteur en architecture et professeur à l'École supérieure des beaux-arts de Bordeaux. Il a consacré sa carrière à la mise en valeur des patrimoines culturels africains à travers des expositions innovantes. Son expertise en scénographie muséale est reconnue à l'international et aujourd'hui, il apportera un éclairage précieux sur les enjeux et les défis de la scénographie muséale contemporaine en Afrique. Merci, Dr. Ondegla, d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre invitation. Notre second expert est Gilbert Balinda, architecte, éducateur et critique, dont la carrière s'étend sur l'Afrique, l'Europe, les Caraïbes et le Moyen-Orient. Ses réalisations, qui combinent modernité et respect des traditions, ont marqué de nombreux projets muséaux à travers le continent africain. Et aujourd'hui, il partagera son expérience, ses projets récents et sa vision de l'évolution de la scénographie muséale en Afrique avec nous. Merci à vous aussi, Gilbert, d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup à tous et à toutes. Alors, chers amis, notre séance de ce jour se déroulera un peu différemment des séances habituelles. Dans un premier temps, nous donnerons la parole à nos chers invités pour qu'ils partagent quelques projets qu'ils ont menés durant leur carrière. Euh, et dans une seconde partie, nous aurons un échange à bâton rompu avec eux. Je rappelle à tous que le chat est ouvert. N'hésitez pas à y poser vos questions. Je prendrai quelques minutes tout à l'heure pour les poser à nos invités dans la seconde partie de ce webinaire. Alors, sans plus tarder, je passerai la parole à Dr. Mondegla pour sa présentation. Oui, merci beaucoup. Je partage ce document. J'espère qu'il est bien affiché. Oui. Voilà, je vais vous présenter principalement deux projets. L'exposition Le Togo des Rois, qui s'est déroulée au Palais de Lomé en 2019 et 2020, et l'exposition Have You Seen a Horizon Lately, qui a pris place au MACAL, au musée d'art contemporain de Marrakech en 2020.
Mais avant de parler de ce projet, je voulais juste revenir sur un projet qui s'est déroulé en 1997 et en 2000 à Abomey, au Bénin, donc au Palais Royal d'Abomey. À l'époque, j'étais jeune scénographe et j'ai eu l'occasion de travailler avec l'EPA, l'École du patrimoine africain, qui à l'époque s'appelait le cours Préma, sur la nouvelle exposition permanente du musée d'Abomey. Donc, 1997, ça fait déjà un petit moment. Et le jour de l'inauguration, alors que qu'on avait travaillé pratiquement un an sur ce projet, la famille royale a demandé à ce qu'un objet, c'est celui qui apparaît à l'écran, qui est Agassou, euh, une sculpture qui représente une panthère fondatrice de la lignée des rois d'Abomey. Donc la famille royale a demandé à ce que Agassou soit sorti de la vitrine pour participer à des cérémonies. Oui. À l'époque, j'étais empreint comment dire, des bonnes règles muséales, et pour moi, ça me semblait complètement inconcevable. Donc, au départ, j'étais vraiment réticent, mais bien sûr, je n'avais pas le choix, puisque la famille royale était là depuis très longtemps et bien avant moi. Et finalement, en réfléchissant, j'ai trouvé ça remarquable. Je me suis dit, finalement, on nous apprend à concevoir des musées, mais le musée n'est pas un objet donné universel finalement. C'est le contexte, c'est le terrain qui fait le musée. Et le fait que cet objet continue à vivre sa vie, c'est-à-dire il n'est pas uniquement un musée, un objet muséal destiné à être montré dans une vitrine, mais c'est aussi un objet qui continue sa vie avec la famille royale. Je me suis dit que les musées en Afrique avaient la chance de pouvoir être à la fois des équipements publics, comme des musées qu'on trouve en Occident, mais aussi autre chose. Et c'est vraiment cette autre chose qui m'a intéressé, c'est comment associer ou marier ou superposer des dimensions, on va dire, conceptuelles différentes. Et pour la suite des projets, ça m'a toujours guidé, je me suis toujours demandé comment finalement on peut excéder, aller au-delà du principe du musée conventionnel. Je vais poursuivre avec la présentation de l'exposition Le Togo des Rois, qui a été présentée au Palais de Lomé en 2019 et 2020. Et cette exposition a quelques liens avec ce dont je viens de parler sur le statut des objets. Donc, le Palais de Lomé, déjà le site, un site qui est implanté au bord de l'océan Atlantique à Lomé, capitale du Togo, et qui est, c'est comment dire, une architecture coloniale allemande entourée d'un grand parc paysager. Et pour ce projet, donc, j'ai travaillé avec la direction du Palais de Lomé, donc Madame Sonia Lesson, des curateurs, donc Curio, Gaëtan Moussouglou, Corny Alem, et une équipe de conception avec Sophie Schenk, Caroline Gonsalves et Arsène Younang. Déjà, le Palais de Lomé, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un musée, c'est un centre culturel, donc il n'a pas de collection, il n'a pas de conservation. Et le principe de l'exposition était vraiment original, c'était de montrer les objets de pouvoir des royautés, des chefferies du Togo, du nord au sud et de l'est à l'ouest, euh, au moyen d'une collecte réalisée par des curateurs et des conservateurs du musée, d'une collecte auprès des des différents dépositaires des chefferies et des royautés du Togo. Et finalement, on va dire que l'exposition a réuni des objets qui ne s'étaient jamais rencontrés. Et elle a constitué en quelque sorte une collection temporaire, puisque après l'exposition, les objets sont retournés
dans leur lieu de provenance et d'usage. Et pour travailler sur ce projet, euh, comme la collection s'est constituée au fur et à mesure, il a fallu bien sûr être très souple, s'adapter au contexte. Et le contexte, c'est vraiment, on va dire, un matériau de travail qui m'intéresse beaucoup. Donc, il a fallu rencontrer les différents dépositaires, entretenir des relations de confiance. Et l'exposition s'est montée petit à petit de façon assez expérimentale. Je vais vous montrer quelques images du site. Donc, vous voyez cette première image et puis quelques autres images ici. Donc, c'est un site vraiment très intéressant qui a été très bien réhabilité par des agences d'architecture. Voilà, donc ici, on a le plan de l'exposition. Le principe de la mise en espace était d'une part de dialoguer avec l'architecture. Dialoguer avec l'architecture, c'est-à-dire entretenir des relations, on va dire, si possible, subtiles. Donc, ne pas forcément imposer un langage, mais au contraire, trouver un langage qui se marie avec le bâti. Et ensuite, euh, de développer des agencements, des mobiliers. Je vois, pardon, excusez-moi, j'ai eu un message qui me demandait pour que vous preniez la main, c'est ça? Peut-être parce que l'écran n'est Oui. pas totalement... Mm. Ah, Oui, ah, l'écran donc, n'est pas visible. Ok, exactement, là c'est bon. Là partager Là, c'est le bon. ah, ok, Ah, là, c'est d'accord. Il y parfait. avait une Ouais. partie, Ah, ah, lien. pardon, ouais, la excusez-moi, moitié de oui. l'image. Ah, je vais Donc vous étiez remonter déjà alors. lancé, je ne voulais pas... Pardon, Là, pardon, c'est très bien. voilà, là, c'est bon? Ah, voilà, c'est Oui. parfait. Ouais. Ok, merci, merci. Voilà, donc, le principe de cette exposition, c'est celui que je racontais. Et donc, ici, vous avez des images de ce très beau site situé à Lomé. Et comme à Abomey, euh, la famille royale, des familles royales, des chefferies ont demandé que des objets soient restitués temporairement au cours de l'exposition, puis réintégrés pour qu'ils puissent participer à des cérémonies. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que ça montre il y a certaines dimensions qu'il faut savoir conserver dans nos projets scénographiques sur le continent africain. Maintenant, je vais vous montrer quelques éléments de recherche sur des mobiliers. Donc, le principe était qu'il soit très simple. Donc, des structures métalliques fines, des grands plateaux gris, des cubes de bois naturels. Et puis, avec une typologie assez simple entre des plateaux avec simèse, etc. Et voilà quelques autres plans. Euh, Tout un travail sur le soclage aussi. Et comme on n'avait pas on va dire, de spécialistes de soclage au Togo, enfin à Lomé, on a travaillé avec un ferronnier dont on a découvert, on va dire, un peu fortuitement, et dont on a vraiment apprécié le travail, et il a compris tout de suite ce qu'était le soclage. On lui a montré des exemples, et il a pu réaliser des socles de grande qualité. C'est aussi ça notre travail en tant que scénographe, c'est d'identifier des compétences intéressantes et de les amener à travailler sur autre chose que ce qu'elles font habituellement. Donc, un ferronnier sur le continent africain peut très bien réaliser du soclage de musée si on lui explique comment faire, parce qu'il aura déjà cette technicité qui lui permettra de réaliser des objets, enfin, des soclages de qualité. Voici quelques photos de l'exposition. Donc, on voit que la scénographie est vraiment une médiation, un intermédiaire entre l'échelle de l'objet, l'échelle des objets et l'architecture, et qu'elle travaille avec le vide. Le but, c'était de ne pas remplir l'espace, mais au contraire de laisser respirer les objets dans cet espace. Donc, en termes de type d'objet, on a
des objets tridimensionnels, de la statuaire, des bijoux, des textiles, mais aussi de la photo et de la vidéo. Donc, quand on a des masques, par exemple, comme celui-ci, on le contextualise avec une vidéo. Donc, ça permet de comprendre l'échelle, de comprendre l'interaction aussi. Et puis, on a joué aussi avec les ouvertures du bâtiment en plaçant certains objets dans des axes de vue, etc. Donc, c'était un travail réellement à partir de l'espace. Donc la plupart, même la totalité des objets, donc, sont des objets qui ont été collectés, mais il y a aussi une œuvre qui a été réalisée, même deux œuvres qui ont été réalisées par le grand plasticien togolais Soke Edor. On en voit une ici, par exemple, et il y en avait une aussi ailleurs dans l'exposition. Donc par exemple, sur cette photo, on comprend bien comment on a habité l'espace avec des éléments périphériques et des éléments centraux en organisant des circulations tout autour des objets. Donc, on pouvait voir des objets sous plusieurs points de vue. Voilà. Donc, ça, c'était le Togo des rois. Et je vais poursuivre avec le second projet au MACAL, donc cette exposition Have You Seen a Horizon Lately, dont la curatrice était Marianne Yemsi, qui est une curatrice avec laquelle j'ai travaillé à plusieurs reprises. Et ce musée, le MACAL, est un musée privé qui a été monté par la famille Lazrak, qui est une famille collectionneuse du Maroc, et qui collectionne des œuvres d'artistes contemporains et modernes africains de tout le continent. Donc, ils ont une collection d'une très grande qualité et d'une très grande originalité. Actuellement, je travaille avec le MACAL sur la nouvelle exposition permanente qui va ouvrir à l'automne. Et là, je vais vous présenter cette exposition qui a été présentée en 2020, donc une exposition temporaire qui réunissait des artistes du monde entier, du continent africain, mais aussi d'Amérique latine et des États-Unis. Donc ici, on voit par exemple une œuvre de Yoko Ono qui était implantée sur la façade principale du bâtiment. Et cette exposition parlait de la façon dont certains artistes aujourd'hui travaillent les questions du lieu, notamment en creusant les préoccupations écologiques, les préoccupations liées au genre, liées à l'exploitation des ressources, aux inégalités sociales, etc. Donc c'était une exposition qui avait une forte portée sociétale. Donc ici, on voit l'entrée de l'exposition avec la liste des artistes. Donc pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur le site du MACAL. Ah, Monsieur Mikogu a levé la main. Est-ce que je finis ou c'est une question? Non, vous pouvez finir. On va prendre le temps pour les questions tout à D'accord. l'heure. Ah, d'accord, très bien. Et donc, le principe de la mise en place est de faire dialoguer donc, à la fois chaque ait son propre espace, mais qu'en plus, elle puisse, comment dire, dialoguer avec les œuvres voisines ou celles qui étaient beaucoup plus loin. Donc, je vais vous montrer quelques images. Donc, on avait des œuvres d'échelles très différentes, des œuvres monumentales et d'autres d'échelles plus intimes. Et sur cette photo, par exemple, on voit trois œuvres ensemble. Donc, le bout d'une œuvre ici, la grande œuvre centrale qu'on a vue tout de suite, et puis une autre œuvre ici. Le but, c'est que sous certains points de vue, on ait des superpositions, des dialogues entre ces œuvres.
on avait des œuvres dans l'espace intérieur et dans l'espace extérieur. Et on a organisé aussi des dialogues entre l'intérieur et l'extérieur, justement en travaillant sur des points de vue. Par exemple, l'œuvre que vous voyez ici, vous la voyez aussi en fond ici. On la voit aussi ici. Donc, on a différents niveaux de perception, comme si on travaillait avec différents calques. Et le principe du parcours était justement de jouer avec les points de vue, mais aussi avec les rythmes et les échelles. Donc, de construire un parcours de visite, de proposer aux visiteurs une expérience véritablement sensible et dynamique. Donc, comme vous voyez, vous avez différents types d'œuvres. Vous avez du dessin, de la sculpture, des installations, de la vidéo aussi. Donc, on passe aussi d'espaces très lumineux, comme vous avez vu, à des espaces plus sombres, ce qui contribue aussi à faire percevoir le rythme de l'exposition, le rythme de la visite. Voilà, j'en aurais fini pour ce deuxième projet. Et peut-être que tout à l'heure, dans les questions, je pourrais, comment dire, présenter quelques images d'autres projets si jamais elles sont pertinentes. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Merci, docteur Konegla. Déjà, j'ai quelques questions à vous poser puisque votre présentation a suscité beaucoup d'interrogations en moi. Euh, mais nous allons y revenir dans la deuxième phase de, de ce webinaire. Sans transition aucune, je vais donner la parole à Gilbert Balina, qui est notre second expert, qui va partager avec nous son expérience aussi. Gilbert. Oui, merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Si vous pouvez me dire, si vous pouvez bien confirmer que vous voyez dans la présentation. Oui, ça s'affiche. Est-ce qu'on pourrait le mettre Voilà. voilà, en diapo? Donc merci beaucoup. Je fais une petite entorse à la règle. Je voulais vous montrer plutôt un panel de travail parce que je voulais plutôt susciter un questionnement, un échange par rapport au procédé de la scénographie, mais aussi une approche assez multidisciplinaire. Ça, c'est aussi influencé par mon parcours en travaillant en Afrique du Sud, qui a commencé dans les années 2010 dans un mouvement national qui était de réécrire un petit peu l'histoire. On repartait non pas sur des objets, mais plutôt réidentifier des sites et créer une scénographie qui va au-delà de l'enveloppe muséale. Euh, donc, il y a plusieurs projets sur lesquels on a travaillé. Je ne vais pas aller dans tous les détails, mais on a toujours travaillé sur des échelles différentes, sur des programmations différentes, que ce soit bien sur des sites patrimoniaux que euh, des espaces même commerciaux de l'événementiel. Et bien sûr, avec un travail de co-création avec plusieurs experts et créateurs. Ce qui est très important pour nous, ce qui a fait un petit peu qui a changé un petit peu notre trajectoire de prendre la scénographie d'une autre manière. Et là, je rejoins tout à fait Dr Wundegla sur son commentaire qui a quelque chose un peu à l'au-delà qui avait beaucoup plus d'intérêt. Nous, on s'est vraiment intéressé à l'écosystème. On pense que dans notre travail, on est dans un écosystème qui touche à plusieurs éléments, de l'intangible au tangible, de l'héritage, la recherche, la performance, et que dans le milieu africain, la richesse du continent africain euh, offre tellement d'opportunités dans tous ces sens-là. Le premier projet dont je vais vous le présenter est
situé à Howick. Et en 1962, Nelson Mandela a été arrêté avant d'aller au procès de Rivonia et servir les 27 ans en prison à Robben Island. Ce site était inconnu, il y avait une petite stèle. Et pendant plusieurs années, pendant 7 ans, on a essayé de comprendre comment mettre en œuvre, raconter une histoire, avoir un impact sur ce site et signifier vraiment ce moment crucial de l'histoire sud-africaine. Ce fut un travail de collaboration entre architectes, nous on était les architectes, et un artiste qui s'appelle Marco Cianfanelli. Et on a utilisé un principe anamorphique, c'est-à-dire une illusion d'optique avec plusieurs panneaux. Et le concept, c'était la commémoration des 55 ans depuis qu'il avait été arrêté. Et à 27 ans, à 27 mètres de la sculpture, euh, l'image de Mandela se mettait en œuvre. Ce projet nous a permis en fait de sortir de l'enveloppe et d'essayer de recomprendre comment approcher plusieurs projets de manière différente. L'autre projet, ici, une exposition qu'on a fait sur le futur de l'Afrique et le futur de l'écosystème et de l'urbanisme. Ici, on a travaillé avec des botanistes. Donc on voulait comprendre euh, dans une taille minimale. On avait compris que la croissance démographique et l'urbanisme en Afrique nous amèneront à des espaces de plus en plus réduits. Donc, on a travaillé dans un cube de 3 mètres sur 4 avec des surfaces réfléchissantes qui créent un espace d'infini, un espace irréel et futuriste africain avec des plantes et une technologie qui était accrochée aux plantes euh, où on pouvait toucher les plantes et elles émettaient un son. Donc, on travaille toujours avec un mélange de tradition et de technologie et bien sûr avec des artisans locaux pour faire les vases de lumière et mettre un point sur des espèces en voie de disparition botaniques qui sont typiquement africaines, avec bien sûr une installation qui nous fait penser à des jardins hydroponiques mais presque robotisés. Donc c'était une exposition assez intéressante, très immersive et qui permettait aux visiteurs de jouer sur plusieurs tableaux et tout ça. L'autre approche qu'on a commencé, ce qui nous importe, c'est qu'on se rend compte que notre héritage africain, vu qu'il est principalement dans l'oralité, nous avons commencé un petit projet d'enregistrer les histoires des communautés locales. Ici, en l'occurrence, c'est un bidonville qui s'appelle Alexandra, qui a participé énormément à la lutte contre l'apartheid. Et donc, pendant plusieurs années, on a recueilli des témoignages qu'on a remis sur des plateformes digitales aussi, afin de représenter les histoires et commencer à collecter certains objets qui appartenaient aux familles, mais qui n'avaient jamais été montrés au public. Donc tout le monde était invité à fournir leurs objets, mais aussi avec un travail participatif des communautés locales. Vous voyez les verreries sur la façade et tous les portraits sont faits. C'était un appel à artistes, et surtout des jeunes. On voulait qu'il y ait énormément de jeunes qui s'intéressent à leur histoire. Un autre projet plutôt temporaire, qui est plutôt une compétition qui est organisée par une banque. C'est une structure temporaire. Je vais juste vous montrer une petite vidéo dessus euh, qui montre un petit peu je ne sais pas si vous voyez toute l'image. Est-ce que vous voyez tout l'écran? Non, on voit juste la Non, moitié. on a juste la moitié. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça.
je vais y revenir tout à l'heure. Bon, je vais y revenir tout à l'heure. C'est pas grave. D'accord. C'est bon, là, Voilà. Et puis, aussi, nos travail s'étend aussi, bien sûr, sur l'amont des projets avant même d'avoir de constituer les musées ou la scénographie, un grand travail de recherche. Euh, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on est en général en collaboration avec des universités. Ici, en l'occurrence, on a fait un travail de recherche et on a créé un studio pendant 1 an euh, sur la réinterprétation du site du Grand Zimbabwe. Le client était l'Agence française de développement. Et bien sûr, on a fait un travail avec les communautés locales pour essayer d'enregistrer les histoires et de comment représenter ce qui est l'intangible. Ici, c'est un travail de nos étudiants qu'on a mis en exergue, mais qui montre un petit peu, d'un côté, une espèce de cartographie des mots qui se lient au site, mais aussi l'espace en soi, en tant qu'architecte, comment on le conçoit, et comment ces deux éléments mis couche par couche commencent à créer un autre type de langage qui nous inspire à créer des espaces différemment. Une autre approche aussi qu'on met en exergue aussi, c'est de comprendre un petit peu ce que nous on appelle le poids des mots. C'est-à-dire que le site est perçu par plusieurs personnes et de manière différente, ils ont une signification différente. Et ici, on a essayé de vraiment comprendre quelle est la signification d'espace avant même qu'on commence à faire une proposition de scénographie ou architecturale. Qu'est-ce qui se passe en gros, qu'est-ce que le site veut dire? Et ici, sur ce site-ci, on pouvait voir que, par exemple, le côté sacré était beaucoup plus important que le côté patrimonial, par exemple, qui était de l'UNESCO. Toutes les valeurs qui sont plus ou moins européennes, les standards de l'UNESCO et tout ça, étaient plus ou moins au second degré par rapport aux communautés qui utilisent le site. Il faut savoir que ces sites-là sont toujours utilisés et qu'il y a plusieurs chefferies qui se disputent qui est le propriétaire légitime du site. Donc on est toujours dans ce genre de recherche pour essayer de comprendre vraiment quelle serait la fonction et la meilleure représentation. Puis après, bien sûr, au niveau des espaces, ici, c'est plutôt, on lit la technologie pour essayer de comprendre le flux des gens. Et on est intégré avec des détecteurs dans nos musées. On est dans un travail un peu d'interrogation sur quel est l'impact de la lumière, quel est l'impact du son, quel est l'impact du volume sur la visite, sur le musée, etc. Dans la même optique ici, sur une autre étude d'un projet d'architecture de David Adjaye, ici on essaie de comprendre en fait les graphiques d'intervisibilité, c'est-à-dire quels sont les espaces qui sont les plus visibles et les espaces qui sont les moins visibles. Ici, c'est une architecture qui est déjà faite en amont et nous, on arrive un petit peu avec un plan qui nous est imposé, mais on essaie de comprendre comment est-ce que les différents espaces d'exposition fonctionneraient sur des données empiriques, donc avec des logarithmes qu'on met en place pour comprendre. Et donc, en gros, ce que vous voyez ici, plus c'est rouge, plus c'est vu, c'est les points les plus vus du musée dans sa globalité. Et donc, ça change complètement en fait la perspective et le flux et la manière dont on planifie. Si on planifie ça de manière linéaire, quels sont les premiers espaces qu'on approche et quels sont les espaces secondaires. Et puis alors un dernier travail ici sur lequel on est en train de travailler qui s'appelle le Tropical Bungalow. C'est un projet en cours qu'on est en train de mettre en place et on espère que ça va se faire à la fin de l'année. C'est complètement multidisciplinaire avec un artiste qui s'appelle Roland Gunst. Là, on s'intéresse en fait à l'histoire du bungalow tropical ici au Congo, qui
il y a une espèce de représentation de la ségrégation raciale et du colonialisme qui s'était fait de manière urbaine, mais qui s'est très vite concentré sur la structure même du bungalow. Et donc, on propose ici des espaces de performance. Donc, le bungalow se déconstruit et crée des espaces et raconte une histoire euh, de la décolonisation et de l'oppression et de la place de l'individu dans cette histoire. Euh, et donc, bien sûr, la, la matérialité aussi assez intéressante à comprendre un petit peu la signification euh, de certains motifs qui ont une signification extraordinaire qu'on met en avant sur les traitements, les façades, etc. Et le tout dernier ici, c'est un projet encore au Rwanda qu'on appelle 1 million de cœurs. C'est une structure de 300 mètres. Donc l'idée, c'était de sortir la scénographie dans les espaces publics et de créer une structure qui recouvre un petit peu dans la nature des espaces de performance, des espaces d'expression des traditions, des arts locaux, etc. Mais avec un toit qui est composé de plusieurs éléments métalliques qui prennent euh, le vent et tournent et créent des effets de lumière sur tout le parc. Voilà, donc ça, c'est un projet qu'on a lancé aussi cette année et on espère le mettre en œuvre l'année prochaine. Voilà. Merci. Merci, Monsieur Balinda. Euh, je, je vois que de vos deux interventions, avec celle de Dr. Onegla, il y a effectivement une science muséale, une science de la scénographie qui est quasiment en train de s'imposer ou qui est vraiment en train de se développer en Afrique. Euh, la question que je vais tout de suite poser, et elle s'adresse à vous deux. Comment est-ce qu'on arrive à transcrire, par exemple, euh, la question du sacré dans une scénographie d'exposition? Hmm. Euh, comment dire? Si on prend la scénographie muséale, qu'elle soit dans un espace fermé ou un espace extérieur, on aura toujours une rupture avec le quotidien parce qu'on va créer un artefact, on va créer un espace maîtrisé. Donc, euh, la façon dont on va maîtriser cet espace va permettre ou non de convoquer des dimensions sacrées. Par contre, il existe des espaces sacrés qui ne sont pas des lieux d'exposition, mais qui peuvent être visibles, un peu comme des lieux d'exposition. Tout à l'heure, je pourrais peut-être montrer rapidement un exemple d'un travail qu'on a mené avec une équipe sur la rénovation d'une place Vaudon à Porte-Nouveau, où justement on a d'une part réhabilité la place, donc on lui a redonné des qualités spatiales, fonctionnelles, sans la bouleverser, mais on a conservé sa particularité de place Vaudon. Donc ça veut dire que elle a gardé son usage principal, mais ça nous a permis aussi de mettre en valeur ses ressources patrimoniales, culturelles, de les rendre plus visibles pour des gens qui ne pourraient pas les détecter. Donc je pense que la question du lieu que l'on crée ou du lieu que l'on habite est vraiment centrale. Ça veut dire que en dehors de l'espace muséal, conventionnel, il y a plein d'autres espaces, à mon avis, où on peut convoquer des dimensions sacrées parce que ces espaces existent déjà. Faire entrer la dimension sacrée dans un musée, euh,
ça peut être soit par l'objet, mais en principe, quand il arrive dans un musée, il appartient plus ou moins à une collection, donc c'est un peu comme s'il était, il perdait son côté sacré, en tout cas certains aspects de son côté sacré, mais ou alors en faisant venir des gens qui ont un pouvoir ou un savoir. Donc, par la transmission de ces gens auprès d'un public qui dépasse un public initié. Pour ça que la question, la richesse qu'il y a sur le continent africain, c'est il y a plein d'espaces, il y a plein de lieux euh, que l'on pourrait solliciter, que l'on pourrait investir pour justement sortir du musée ou proposer d'autres formes que la forme musée. Comme par exemple une forêt sacrée. Est-ce que dans votre euh, carrière, dans vos activités, est-ce qu'il vous est arrivé, par exemple, d'avoir été sollicité pour euh, mettre en place une exposition dans une forêt sacrée, par exemple? En fait, oui, j'ai été sollicité pour certains projets de ce type et la question qui se pose à chaque fois, c'est euh, quel type d'intervention on va mener et est-ce qu'on apporte un vocabulaire, on va dire, muséographique dans un espace qui vivait très bien sans nous avant. Donc, est-ce que finalement, on ne va pas banaliser cet espace avec un langage euh, qui est malgré tout assez formaté, qui est fait pour être visible? Et parfois, je pense que réfléchir plutôt en termes de programmation dans l'espace, c'est-à-dire organiser certaines interventions, euh, certains types de performances qui peuvent être proches de certaines pratiques, on va dire, culturelles locales, parfois c'est plus efficace, c'est plus, je dirais même pertinent que de recréer des artefacts muséographiques. Je pense que la question du vivant et de l'action dans un espace, parfois, est beaucoup plus intéressante. D'accord. Euh, Monsieur Balinda, Je suis tout à fait en accord avec Dr. Rondegler. Euh, je crois qu'il a couvert pas mal de points que je voulais souligner. Mais il y a surtout juste partager un petit peu notre expérience sur un de nos musées localement, où la place de l'objet a été très critiquée par les communautés. Donc, c'est-à-dire que avait conçu, si on veut, plus ou moins de manière classique à ramener plusieurs objets et raconter plus ou moins leur histoire. Mais la dimension du rite et la signification de l'objet était tellement grande que les communautés locales n'étaient pas ravies du tout. Si on veut, on avait fait une réduction du sens même de cet objet au sein de la communauté. Et ils exigeaient que dans le musée, on crée des espaces pour qu'ils puissent pratiquer leur rite. Et donc, ça, c'est sur des espaces nouveaux, c'est presque naturel d'aller dans ce sens-là, en tout cas en tout cas en Afrique du Sud. Mais dans des espaces déjà définis, il y a aussi un dialogue ou une réflexion qui commence à venir, à repenser ces espaces et de permettre justement une approche beaucoup plus identitaire, beaucoup plus culturelle, plus rituelle et qui parle aux communautés et qui donne un petit peu cet état métaphysique à l'objet lui-même, hein, donc qui raconte une histoire un peu plus riche que celle qu'on a tendance à englober très simplement dans une boîte avec une bonne luminosité, etc., et des méthodes de conservation assez classiques. dans ce cas, comment est-ce que, euh, je suppose que dans une de vos activités, dans une de vos missions, vous vous êtes confronté à la question du refus des communautés locales de participer à un de vos projets, par exemple. Comment est-ce que vous arrivez à lever ces contraintes-là dans la pratique? Dans certains cas, c'est tellement politisé que ça prend énormément de temps. Donc on est face à, si on veut, un combat entre
les régulations de conservation et manières classiques, et comment les communautés peuvent avoir un rapport plus authentique. Euh, c'est, on est sur certains projets pilotes. On n'a pas encore vraiment de solution parce qu'il faut plusieurs acteurs, entre les acteurs publics, les conservateurs et les musées. C'est un énorme débat. Mais je crois qu'il y a il y a une direction assez positive. Euh, les solutions qu'on devra mettre en œuvre, en fait, on est en pleine recherche dessus. Donc, c'est un travail de co-création et je crois que ça va prendre un peu de temps avant qu'on arrive à vraiment à des solutions auxquelles tout le monde adhère. D'accord. Il y a une question d'Éric dans la chatbox qui demande, alors, comment concevoir une bonne scénographie? Quelles sont les exigences qu'il faut respecter quand on veut concevoir une excellente scénographie d'une exposition permanente ou d'une exposition temporaire, par exemple, sur le continent? Euh, euh, pour moi, la première chose, c'est le contexte. C'est le contexte, c'est-à-dire savoir enfin, s'intéresser au lieu où on va exposer, s'intéresser aux personnes aussi qui font ce lieu. Soit elles ont construit ce lieu, soit elles y vivent. C'est connaître l'écosystème productif, c'est-à-dire qui va réaliser les agencements. Donc, sur le continent africain, on a une variété de structures artisanales et industrielles qui ne sont pas forcément spécialisées dans les musées, mais qui peuvent le devenir simplement par la pratique, en prenant l'habitude de travailler, d'être sollicité par des gens des musées. Et puis ensuite, il y a la question aussi de l'entretien, c'est-à-dire une fois qu'on a proposé un projet, une fois qu'il est réalisé, comment il va garder sa dignité, on va dire, matérielle, et faire en sorte que dans le temps, il présente toujours un visage convenable. Et ça, c'est aussi le contexte, c'est-à-dire savoir euh, comment les gens travaillent, quelles sont leurs contraintes, quels sont leurs outils. En tout cas, ça, c'est vraiment central dans un projet. Au-delà des aspects spatiaux, esthétiques, conceptuels du projet, c'est vraiment quel va être son contexte, sa matière, les outils qui vont être utilisés pour le réaliser et le maintenir. Ensuite, la question de la qualité, bon, elle est c'est une question très difficile parce que ça pose la question des critères. Euh, bon, c'est vrai une bonne scénographie, a priori, elle doit être à la fois, euh, on va dire, au niveau spatial, elle doit permettre au public d'être complètement, de pouvoir être complètement captivé, de s'intégrer parfaitement à un espace, mais elle doit être aussi informative ou informée, c'est-à-dire elle doit permettre de comprendre au-delà de l'émotion. Ensuite, donc, il y a des aspects liés au sens même, comment elle transmet du sens. Ensuite, il y a des aspects de l'ergonomie, c'est-à-dire est-ce qu'elle va être facile à visiter? Est-ce que les visiteurs ne vont pas avoir mal à la tête au bout d'une heure si l'expo est un... Donc, c'est ça, c'est la question, c'est des questions très pratiques d'ergonomie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas saturer l'espace d'information. Il faut prendre en compte qu'une exposition, c'est un peu comme un livre. On se déplace, donc on a besoin d'être accompagné parfois et de passer certains paliers pour mieux avancer dans la perception d'un contenu. Ensuite, il y a la question technique qui est centrale, c'est-à-dire comment on fabrique, mais quelles sont les technologies que l'on utilise et comment elles sont maîtrisées ou non localement, c'est-à-dire comment on va devoir accompagner techniquement ou non la mise en œuvre. Et ensuite, il y a bien sûr la question liée aux interactions, c'est-à-dire comment on peut ajuster son projet, parce que parfois on peut concevoir le meilleur projet, mais il peut ne pas bien fonctionner. Donc, quand on a la possibilité,
et qui a aussi les moyens et qui a aussi la volonté, il faut parfois adapter les projets pour D'accord. qu'ils soient beaucoup plus en phase avec le contexte humain, le contexte social. Donc, c'est vrai que la question de la qualité, elle se situe vraiment à plusieurs niveaux. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé de la question de l'ergonomie. Monsieur Balinda, vous avez présenté, par exemple, dans le cadre de l'exposition Singularity, comment est-ce que les technologies nouvelles influencent la scénographie muséale? Euh, Pourquoi est-ce que vous avez fait ces choix-là pour cette exposition-là? Ouais. Ça rejoint un petit peu cette idée de qu'est-ce qu'une scénographie de qualité. Je trouve que c'est très difficile à répondre, mais ce qui nous a poussé, c'est le manque de données qualitatives. Donc, en général, on travaille sur des données quantitatives, mais comprendre comment les visiteurs interagissent dans cet environnement, qu'est-ce qui les attire, qu'est-ce qui les attire pas, pourquoi est-ce qu'on se sent mieux dans un espace ou pas, pourquoi il y a des espaces qu'on s'approprie ou qui nous parlent directement. En fait, il faut sortir un petit peu je trouve que ce qui est difficile, c'est de sortir vraiment de de cette structure où on donne une information, mais il n'y a pas vraiment d'interaction. Donc on l'éduque, mais il n'y a pas vraiment de dialogue qui se crée. Et donc du coup, on a voulu un petit peu utiliser les outils technologiques. Donc on travaille avec des programmeurs. Euh, on voulait que les gens touchent les plantes, par exemple, mais les, euh, les plantes avaient des détecteurs de son. Donc on pouvait jouer de la musique avec les plantes si on Ah, et donc, on voulait savoir comment est-ce que les gens vraiment engagent, parce qu'il y a toujours cette notion que dans un musée, dans une scénographie classique, l'objet est à part, il faut faire attention, ne touchez pas, etc. Et donc, on voulait un petit peu jouer sur ces codes-là euh, et les challenger un petit peu. Et on en est venu à cet espace-là. Maintenant, la technologie est tellement avancée, les outils s'améliorent de manière exponentielle. Euh, donc, je crois qu'il y a une énorme opportunité. Je crois qu'il y a une énorme opportunité pour le continent africain de se réinventer beaucoup plus qu'on ne le ferait peut-être en Europe. Euh, c'est un peu carte blanche, si on veut. On a cette liberté-là. En tout cas, moi, je le perçois comme ça dans le travail qu'on mène et avec les partenaires avec lesquels on travaille. Il y a vraiment un vrai engouement, surtout au niveau de la jeunesse. Il y a de plus en plus de jeunes qui ne voient pas les espaces de musée comme des vieilles structures, mais plutôt des endroits d'innovation et des endroits d'inspiration. Et, euh, et ça, je trouve que c'est une excellente mouvance et ça donne vraiment beaucoup d'espoir sur la qualité des futurs musées en Afrique. Ça, c'est vrai. d'accord. Entièrement d'accord. Effectivement, la question de la qualité, elle est prépondérante. Ça me fait penser à la question de Daniel tout à l'heure dans la chat qui demande, est-ce que vous arrivez à avoir des retours critiques sur votre travail de scénographe quand, par exemple, vous avez monté une scénographie d'exposition ou une scénographie dans dans un lieu ouvert? Est-ce que les publics qui visitent ces expositions vous font des retours de la mise en scène qui est proposée? Comment est-ce que vous recevez ces évaluations-là et comment elles vous permettent de vous améliorer sur d'autres projets? Oui, il y a déjà des retours qui sont faits par les maîtres d'ouvrage, par les commanditaires. Donc ça, ce sont les premiers retours. Par rapport à notre réponse, on va dire, à un cahier des charges, ou alors si jamais on est nous-mêmes à l'origine
de la programmation et qu'on porte tout le projet, on a des interlocuteurs qui peuvent être des villes ou des collectivités, on va dire, territoriales. Et ensuite, ce que je fais souvent, c'est que je visite plusieurs fois des expositions sur lesquelles je travaille et je me mêle à la foule et j'écoute ce que disent les gens, je les regarde agir dans l'espace. Ça me permet de voir ce qui marche moins bien. Je peux aussi discuter avec des gens sans me présenter comme le concepteur. Donc, je pense que on peut aussi obtenir des données très utiles dans des rapports assez informels avec des publics. Mais ensuite, je pense qu'il est aussi très intéressant et très pertinent de travailler à partir de certaines grilles d'évaluation avec quelques critères assez basiques parce que je pense que des données objectives sont toujours utiles et on les croise avec le ressenti des données, ou en tout cas des perceptions aussi. Mais c'est très important. Euh, il y a, par exemple, une dizaine d'années avec l'École du patrimoine africain, on avait travaillé sur une exposition qui s'appelait A for Africa, A comme Afrique, euh, donc qui a été pensée en partie au Bénin, à l'EPA, mais travaillée avec deux équipes, une au Musée national du Burkina Faso et une autre au NMK, au Musée national du Kenya. Et on a produit deux expositions jumelles, donc avec le même pattern, le même, le même principe scénographique, mais les deux expositions étaient complètement différentes. Parce que d'une part, les collections étaient différentes, puisqu'on a travaillé avec les collections des musées, mais les savoir-faire des entreprises et des artisans étaient différents. Les savoir-faire des équipes des musées étaient complètement différents. Et finalement, euh, le fait que un même principe et accoucher finalement de deux expositions complètement différentes, ça a montré aussi que les équipes de chaque musée se sont appropriées le projet pour en faire quelque chose qui était adapté aussi à leur public. Donc, quelque part, c'est aussi une façon, comment dire, dans cette adaptation, j'ai vu aussi une critique, un peu en creux, une critique de ce que l'on avait proposé, puisque ça a été, euh, pour certaines parties d'exposition, il a fallu les adapter, ou pour certaines conceptions techniques. Et ça, c'est intéressant aussi de voir comment, dans différents pays africains, il y a des cultures techniques, il y a des approches même euh, euh, conceptuelles, historiques complètement différentes. D'accord. Et du coup, si par exemple, je redescends sur la question de la décolonisation des musées aujourd'hui, il y a mon très cher ami Mustapha qui demande quelle scénographie pour décoloniser les musées africains dans un contexte de mondialisation et d'innovation technologique. Gilbert? La question de la décolonisation, j'ai envie de demander à quel niveau. Donc, euh, d'une part, je crois il y a une manière, il y a la narration, bien sûr, qui a un espace dans lequel on peut euh, décoloniser. Mais je crois que, euh, encore une fois, j'ai envie de me demander où est-ce que commence l'expérience scénographique. Donc, est-ce que c'est le moment où on rentre dans le musée, ou c'est bien avant qu'on y pense, et à quel moment ça se termine? Et donc, en se posant cette question-là, euh, je pense qu'on commence un peu à toucher à cette idée que ce n'est pas des objets statiques, comme on a hérité ces modèles-là d'objets statiques et figés dans le temps, mais qu'ils existent plutôt dans un espace spatio-temporel qui est complètement différent, et qui est peut-être moins linéaire dans la manière dont on visite les lieux, mais qui est peut-être plus proche de nos traditions, euh, ou pour citer Bayo Amokomolefe qui dit en anglais the past is yet to come. Le fait que aujourd'hui on est ce qu'on est parce que le passé fait vraiment
partie de notre état d'aujourd'hui et influence le futur. Donc cette vision spatio-temporelle, je crois qu'elle est très importante et qu'elle peut complètement innover la manière dont on regarde les musées. Et ça, ce serait une manière, une approche peut-être plus philosophique, plus théorique. Comment le mettre en œuvre, ça c'est une autre manière. Mais je crois il y a une question assez intéressante, en tout cas nous ça nous intéresse beaucoup, euh, de reconsidérer ça, de voir comment nous on raconte nos histoires à notre manière. D'accord. Monsieur Rondegla? Oui, c'est vrai que, comme disait M. Balinda, c'est important de savoir à quelle étape on se situe. Enfin, quand on parle de décolonisation, est-ce que c'est avant, après et sur quoi ça porte? Parce que comme le paradigme du musée est occidental, on va dire qu'on a quand même un cadre qui est déjà tracé. On pense à un espace comme sanctuarisé qui est comment dire, dessiné, géré, administré. Donc on sait plus ou moins ce qui est un musée, ce qui n'est pas un musée. Euh, Même si, bien sûr, le cadre même du musée peut évoluer. Donc peut-être que, euh, enfin, moi, dans ce que j'ai vu sur le continent africain, les, les formes les plus décolonisées de lieux, on va dire, d'archivage, de conservation, de médiation, de présentation d'objets ou c'est-à-dire de contenu culturel plus largement, étaient plutôt euh, euh, menées, développées par des structures associatives ou privées qui avaient beaucoup plus grande liberté intellectuelle que des structures étatiques qui généralement reproduisent certains schémas conventionnels. Par exemple, je pense par exemple au District 6 Museum à Cape Town, qui pour moi est vraiment, c'est un lieu très émouvant parce qu'il porte une histoire extrêmement chargée, mais aussi parce que la muséographie n'est pas jolie, en tout cas. C'est une muséographie qui a du sens, mais elle n'est pas jolie. Donc, souvent, en muséographie, on veut faire des choses quand même qui sont esthétiques, que l'on contrôle. Et au District 6 Museum, on sent que tout n'est pas contrôlé parce qu'une grande partie du contenu et même de certaines mises en scène, parce qu'on a aussi des sortes de reproductions ou de fragments d'espaces existants. Donc, ce sont des éléments qui ont une autonomie, qui ont une vie, parce qu'ils correspondent à une histoire réelle de populations qui ont été chassées d'un quartier et ce musée, c'est en tout cas le témoignage de leur existence. Euh, on, on se promène chez eux dans leurs appartements, chez le coiffeur, à l'école. En tout cas, on vit une expérience qui est très très forte. Et la forme muséographique ou muséale n'est vraiment pas formatée pour moi. Et c'est pour ça que ce musée est très intéressant. Où je pense aussi à ce que développe le Doualart, le centre Doualart, Cameroun. Donc, c'est pas un musée, mais il mène vraiment des réflexions sur la nouvelle muséographie africaine quand il mène des projets dans l'espace public, quand il fait intervenir des artistes ou des designers ou des architectes sur euh, comment, des sortes de signes urbains qui vont transformer la perception de la ville ou même les usages de la ville. Pour moi, ça, c'est une façon aussi euh, de mener une réflexion qui est assez proche finalement du monde des musées, mais qui n'est pas issue du monde des musées directement. Ou même ce que fait la Fondation Zissou au Bénin, qui mène une politique euh, des publics très intéressante parce qu'elle a permis à beaucoup d'enfants de se familiariser avec des œuvres d'art contemporain. Donc, moi, je pense que les structures plus légères ou plus libres dans leur tête sont souvent les plus comment dire, pertinentes sur cette question de décolonisation des musées. Mais du coup, ça veut dire que derrière, nous devons travailler à ce que le soutien institutionnel soit plus présent en termes de scénographie, en termes de muséographie africaine. Exactement. D'accord. Je, je, Et je voulais, oui, oui, Monsieur Balinda. non, mais je voulais aussi souligner que District 6, c'est le musée qui a peut-être le plus réussi en Afrique du Sud. Et ironiquement,
celui qui a demandé peut-être le moins de moyens, mais qui a mis les communautés dès le début du projet. Il y a eu un énorme travail d'intégration. Les communautés l'ont quasiment bâti. Et si on regarde toutes les autres structures qui sont arrivées après, qui ont coûté énormément d'argent, on parle de milliards de rands, millions d'euros, qui sont pas du tout visités. C'est des grands éléphants blancs. Et District 6, c'est extrêmement, oui, extrêmement émouvant, beaucoup de succès. C'est un lieu magnifique, en tout cas, comme exemple. Je pensais aussi à D'accord. des Merci pour tous structures un ces... peu... Oui. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, je pensais aussi Non, allez-y, allez-y. à des formes, des nouvelles formes aussi qui sont euh, très spécifiques, comme les banques culturelles, donc qui ne sont ni des banques ni des musées. Donc, ça montre aussi que sur le continent africain, il y a l'invention de formes autres qui sont, puisque les banques culturelles sont nées des suites du développement des pillages, euh, d'objets patrimoniaux au pays d'Ogon. Et donc, ce sont des dames, des associations de femmes du pays enfin, de villages du pays d'Ogon et des conservateurs du musée qui ont mis en place ces structures qui associent euh, un espace de conservation euh, où, où les habitants peuvent déposer des objets qui vont être conservés Désolé. au lieu d'être tentés de les vendre. En échange, ils obtiennent des financements en microcrédit. Ils peuvent suivre aussi des formations qui leur permettent de développer des activités socio-économiques. Et ça, ce sont des formes qui sont vraiment intéressantes parce qu'elles sont nées du terrain. En plus, aujourd'hui, au-delà du Mali, donc c'est né au Mali, mais aujourd'hui, il y a des banques culturelles au Oui. Togo, au Bénin, même en Afrique centrale. Et il y a même des projets en France, par exemple, où dans certains territoires industriels, il y a des projets de banques culturelles. Donc ça montre aussi que finalement des formes hyper locales et qui répondent à des questions très locales peuvent aussi s'exporter quand elles sont pertinentes Elles sont autre part. pertinentes. Voilà. Voilà. D'accord. Tout à fait. Ce qui me permet de rebondir sur la question d'Alissa Barry dans le chat qui demande, euh, de par votre expérience en tant que scénographe, quels sont les avantages et inconvénients que vous trouvez à travailler aussi bien en Afrique quand on essaie de faire une comparaison spatio-temporelle avec l'Europe, par exemple? Voilà. Moi, je pense que le travail est le même finalement partout. Euh, Simplement, c'est on va dire l'environnement légal qui est un peu différent, l'environnement technique aussi, et puis on va dire les compétences au sens conventionnel, c'est-à-dire qui va gérer un musée ou qui va fabriquer au quotidien. Mais moi, je pense que à partir du moment où on a l'habitude de travailler sur des projets en Europe, en Occident et d'autres sur le continent africain, on va dire que le passage se fait facilement. Je pense que c'est vraiment une question de pratique. En tout cas, là, dans mon expérience, j'ai jamais senti vraiment de. Je pense on fait à chaque fois le même métier, mais le cadre est différent, le contexte est différent, mais finalement, la méthodologie reste à peu près la même, quoi. D'accord. Gilbert? Ah, bon, oui, je crois que c'est une contextualisation. Si le point de départ, c'est une contextualisation et une bonne écoute, je crois que les choses se passent bien. Après, on doit aussi admettre que, en tout cas, sur le continent africain, il y a eu cette, cet engouement à faire des grands projets muséaux, un peu en espérant un effet Bilbao à l'africaine Mm. qui n'a jamais fonctionné et qui a un peu ralenti les acteurs publics. Donc on s'est un peu tiré une balle dans le pied parce qu'on a perdu un petit peu confiance des pouvoirs publics et pour eux, ce n'est plus un secteur, en tout cas en Afrique du Sud, c'est très difficile maintenant de faire justifier des musées, etc. Le secteur des arts et de la culture va pas très bien.
beaucoup moins de financement. Donc ça, c'est vraiment dommage. Et puis aussi, il y a eu un très grand danger d'essayer de standardiser les choses. Donc, le mot qui venait toujours alors, c'était faisons un musée qui est aux standards internationaux. Une chose que j'ai jamais vraiment compris, qu'est-ce que ça veut dire un standard international? Et donc, on parachutait des solutions comme ça qui sont pas du tout pérennes et au contraire qui mettent les musées dans des situations financières intenables. Donc là, je fais un lien par exemple aux méthodes de conservation. Euh, on nous demande de faire de respecter la classe AA en termes de conservation, qui se prête mieux à un climat européen. Ici, en Afrique du Sud, on a des fluctuations de température en une journée. Là, on est en hiver, donc aujourd'hui, il fait 15 degrés, mais ce soir, il va peut-être faire -1. Donc maintenant, ces espaces-là, on nous demande de respecter une fluctuation de température de 1 degré. Donc l'apport énergétique qu'on doit faire est énorme. Et le coût de l'énergie en Afrique euh, est très, très, très cher. Ouais. Donc 80% des budgets vont dans la maintenance et l'énergie des musées. Et très peu de structures peuvent continuer à survivre dans ce sens-là. Donc il faut réinterroger les choses. C'est un peu ironique qu'on conserve des objets d'origine africaine avec des méthodes européennes, alors qu'elles reviennent sur le continent. Donc ça, c'est toujours quelque chose que j'ai jamais vraiment compris et sur lequel je m'interroge. Et je crois il y a, au niveau de la régulation, je crois qu'on devrait avoir plusieurs experts qui devraient venir sur la table et un peu décortiquer ces impositions, ces réglementations-là. Et donc, la question de l'expertise, justement, qui sera quasiment la dernière question que je vais vous poser avant de conclure tout à l'heure, c'est celle de la formation des professionnels. Parce que quand on parle d'expertise, on parle de compétences, on parle de formation. Quels sont les conseils que vous donneriez à des jeunes professionnels qui souhaitent se lancer dans la scénographie muséale? Moi, il me semble que la scénographie muséale est intéressante quand elle est multiple ou diverse plutôt. Et il y a des très bonnes scénographies muséales qui sont réalisées, enfin, qui sont conçues par des artistes ou parfois même des ingénieurs, des gens qui ne sont pas a priori scénographes, concepteurs d'exposition, parce qu'ils apportent une attitude et un regard, une façon de faire qui est autre. Et parfois, ça peut être très, très riche. Donc, je pense que c'est bien d'avoir une diversité d'expériences et de venir aussi de différents milieux professionnels. Ça, c'est très intéressant. Par exemple, les gens du théâtre peuvent faire aussi des très bonnes scénographies, des metteurs en scène. En tout cas, je pense que comme dans la scénographie, on est quand même dans la mise en scène, dans une mise en scène, on recrée des univers. Je pense que c'est un domaine justement où beaucoup finalement, de métiers ou d'expériences peuvent se retrouver. Ensuite, si je pouvais donner un conseil, c'est aussi de ne pas se focaliser sur des modèles, on va dire, occidentaux, mais au contraire de circuler déjà sur le continent africain, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et à observer. Euh, en Amérique latine, en Asie. En tout cas, il faut vraiment avoir l'esprit très ouvert, le regard très ouvert pour se rendre compte que il y a certaines idéologies du patrimoine qu'on n'est pas forcément obligé d'importer. Par exemple, il y a des civilisations où les temples sont, gardent leur pouvoir quand ils sont rénovés, quand ils ont toujours un aspect, on va dire, quand ils sont mis à neuf dans certains pays d'Asie. Euh, dans d'autres civilisations, la marque du temps sera un témoignage de la force aussi de l'objet, de la façon dont il a traversé le temps. Donc on a des façons de voir tout autour du monde qui sont différentes. Et certaines idéologies occidentales du patrimoine, bah, elle est relativement partagée aujourd'hui, mais on peut aussi, comme on dit aujourd'hui, la déconstruire, réfléchir à autre chose parce que je pense que c'est très bien qu'il y ait
des façons de travailler, des façons de penser différentes qui coexistent. Et justement, par rapport à ce que disait M. Balinda tout à l'heure sur les questions de conservation, c'est vraiment très, très juste. Euh, il y a quelques années, j'avais discuté avec une personne de l'ICROM au Bénin et qui avait une vision extrêmement très pragmatique et très fine de la conservation. Donc, il disait, ces objets euh, euh, sont restés dans des atmosphères relativement humides et relativement stables, en tout cas, dans certains pays. Donc, vouloir les présenter dans des vitrines climatisées avec un taux d'hygrométrie plus faible et une température plus basse va plutôt les abîmer, sauf si on les acclimate, mais de façon extrêmement lente. Mais pourquoi il faudrait les acclimater aussi? Donc c'est aussi la question, et est-ce qu'il vaut pas mieux travailler avec, être complètement étanche dans une vitrine, capturer l'air, ou alors permettre à la vitrine de respirer. Donc accepter qu'il y ait aussi de la poussière qui rentre, mais que l'objet soit peut-être un peu plus vulnérable, mais comment dire, soit beaucoup plus en accord avec les fluctuations du climat. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui interrogent dans la façon de faire des musées dits aux normes internationales, aux standards internationaux aujourd'hui. M. Balinda? Non, je rejoins tout à fait ça. Je crois que sur ce point-là, euh, l'objet doit fonctionner avec son environnement. Je ne comprends pas l'obsession de créer des univers aseptisés, climatisés, etc. Et ne pas accepter l'évolution du temps. Et c'est plutôt un ralentissement de- de- comment dire, de l'objet qui vieillit, auquel il faut penser plutôt que d'arrêter le processus qui est tout à fait naturel. Euh, mais sur la question de qu'est-ce qu'on dirait aux jeunes, euh, je crois qu'il faut déjà enlever, je rejoins tout à fait Monsieur Degla le docteur Degla sur ça. Moi, je crois que la notion d'expert, en fait, elle doit être un peu mise de côté. J'aime plus du tout ce mot d'expert. D'ailleurs, la petite anecdote, quand on a fait ce projet avec l'AFD, on était soi-disant les experts ramenés sur place pour parler aux communautés et aux chefs, etc. Et puis, au bout d'un certain temps, en parlant avec un des chefs, le chef Mugabe, qui nous écoute donner toute notre expertise, bah, à la fin, on lui dit bah, je vous ai tous compris, mais en fait, je viens juste de terminer mon doctorat en anthropologie, et etc., etc. Euh, et, euh, et en gros, il savait bien plus que nous. Et je crois qu'on est plutôt dans accepter un apprentissage et maintenir une curiosité et savoir que les solutions ne viennent pas de nous, mais viennent plutôt de- de- d'une communauté entière, d'un travail d'équipe et plutôt être à l'écoute plutôt que d'avoir des solutions toutes données, toutes déjà faites. Ouais. D'accord. Merci à vous deux d'avoir accepté de participer à ce webinaire, de partager avec nos participants votre expertise, même si la notion d'expert, M. Balinda ne l'aime plus trop. Avant de conclure, je voudrais simplement informer nos, nos chers participants que dans les jours à venir, il y aura un sondage qui sera publié sur nos canaux et sur l'application pour leur permettre de s'exprimer, de nous dire comment est-ce qu'ils souhaiteraient que Joramon évolue, puisqu'il est aussi important de ramener la question à nos communautés. Donc, de s'exprimer par rapport à l'application webinaire et à nos réseaux sociaux. Je ne vais pas être très, très long en termes de conclusion. Je vais
une nouvelle fois vous remercier d'avoir pris de votre temps et d'être présent avec nous aujourd'hui. Un merci spécial à toute l'équipe du programme du Ramon qui travaille en back-office. Moi, je suis juste le visage extérieur, mais il y a toute une grosse équipe derrière. Charles, Stéphanie et Mariana qui nous a rejoints aujourd'hui et tous nos partenaires. Euh, Quant à moi, je vous retrouverai en septembre, précisément le 18, pour le cinquième webinaire de Joramon, qui portera sur la question des sites, des nouveaux sites africains inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Très bon été à tous et bonnes vacances. À très, très Merci vite. Merci beaucoup. beaucoup. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. On peut arrêter l'enregistrement.